Aujourd'hui, nous allons parler de l'implantation du G5 Sahel à Bamako, qui a fait beaucoup de remue au sein de la population, spécifiquement au niveau de Badalabougou, où le siège était basé. Qu'est-ce que vous pensez justement déjà de l'implantation du G5 Sahel à Bamako et la réaction des populations vis-à-vis de cette situation? Ousmane? Moi, je pense que l'implantation, c'est pas déjà à Bamako, mais c'est au Mali. Du moment où l'État malien, le gouvernement a accepté de faire partie, ou même a initié à petit pas, donc c'est de bon aloi que ça soit au Mali, peu importe dans quelle région où ils vont s'implanter. On a vu que malheureusement, quand ils sont venus à Mopti, il y a eu des attaques. Donc, problème de communication, je ne sais pas, mais les gens ont cru comprendre que c'est eux-mêmes qui amènent les problèmes. Donc, je pense que on doit beaucoup réfléchir à cela, parce que bien avant eux et après eux, il y a eu des attaques. Ça veut dire que les attaques ne sont pas liées directement à eux. Donc le problème est ailleurs. Donc, mais il y a quand même ce problème de communication, ces sentiments anti-français, ou plutôt cette haine-là ou de cette incompréhension face à tout ce qui est force étrangère d'air présent sur notre sol malien. Je pense que le problème est à ce niveau. Pas forcément qu'on G5 Sahel. Alors, Ibou, toi, tu penses quoi de ça? Absolument, je rejoins Ousmane. Il faut, je pense, une bonne communication autour de la chose. Parce que ce qu'il a dit, c'est effectivement le sentiment de la population. Ils se disent que, attentat à Sévaré, en fait, les gens n'ont pas compris pourquoi déjà le G5 Sahel se déplace de Sévaré vers Bamako. Et ça a créé, selon moi, un sentiment d'insécurité à venir. Et c'est pour cela qu'ils se disent que les attaques, disons, l'insécurité vraiment au Mali, c'est vers le centre. Et le G5 Sahel, s'il doit être ici au Mali, il doit être au plus près de ces djihadistes et de ces forces armées qui attaquent le pays tout le temps. Donc, en gros, vous pensez que en fait, la population se sent menacée parce qu'elle s'est dit que si le siège du G5 est par exemple à Badalabougou, donc les attaques vont directement impacter sur les populations autour de cette zone. Le dernier conseil des ministres a délocalisé justement le siège du G5 qui était à Badalabougou vers Sénou. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ou c'est en fait déplacer un problème vers un autre problème? C'est cela, il faut déjà communiquer et faire comprendre à la population en général, que ce soit la population de Badalabougou, de Sénou, que le G5 Sahel, l'implantation du G5 Sahel dans leur localité ne sera pas un problème pour eux. Parce que moi je pense que le sentiment des gens de Sénou sera quoi? C'est que Badalabougou a refusé, et pourquoi nous allons accepter? Est-ce que Badalabougou vaut mieux que Sénou en quelque sorte? C'est pour cela que j'ai entendu que les imams se sont insurgés pour demander à la population de sortir, comme les jeunes de Badalabougou l'ont fait pour empêcher l'implantation du G5 dans leur quartier. Et je pense que ça se comprend, leur réaction est très compréhensible parce que il y a clairement, je reviens dessus, il y a clairement un problème de communication parce que il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'ils ont plus d'intérêt dans la chose que de soucis à se faire du côté sécuritaire. Je pense que c'est important. Le gouvernement doit plus que jamais mettre l'accent sur la communication, faire vraiment comprendre ce qu'est ce G5 Sahel là pour notre intérêt dedans. Et si vraiment eux-mêmes ils le savent, hein, parce que c'est aussi une question, on sait comment est-ce que les choses fonctionnent ici au Mali. Voilà un peu. Alors Ousmane, est-ce que tu penses que justement cet aspect communication, quelles suggestions tu pourrais apporter éventuellement au gouvernement sur la stratégie de communication au niveau de la population? Je pense que déjà on ne peut pas gagner une guerre sans une bonne communication. Déjà si on n'a pas l'appui et le soutien de la population, ça va toujours perdurer. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sans une bonne collaboration entre ces différentes parties. Et pendant toute depuis 2012 jusqu'à maintenant, tout au long de la crise, on a vu qu'il n'y a pas d'effort de communication, d'aller vers la population, de les expliquer vraiment ce qui se passe. Parce que nous, on est dans le flou, on est dans les vides. Même les médias internationaux nous informent sur certaines choses et l'État malien. Et on s'est dit les forces étrangères sont là pour nous piller, ils sont là pour ci, pour ça. Je pense que les gouvernements doivent prendre la peine de se prononcer sur cette question. Comprendre que la population aussi a besoin d'informations. C'est l'information qui va rassurer et qui va faire que la population va collaborer avec ces forces-là. Sans quoi, ça va être compliqué.
même avec la crise qui se vit au centre actuellement, on a vu que c'est un problème de communication. En parlant justement de communication, la semaine dernière, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a invité les patrons de presse justement à échanger sur l'aspect communication, parce qu'il a évoqué le fait que nous sommes en guerre. Et ça, c'est un fait. Et quand tu maîtrises la communication en période de guerre, c'est un grand atout. Donc il a interpellé, parce qu'il y a certains également patrons de presse qui ont évoqué le fait que ce sont les médias internationaux qui ont directement accès aux informations. Et lui, il a souligné le fait que les médias locaux ne sont pas très souvent agressifs. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité ou c'est un complexe en quelque sorte? C'est ça en fait, parce que disons-le directement, nous on apporte beaucoup plus de crédit à tout ce qui est dit par les médias internationaux, par des blancs et par nos propres journalistes. Mais nos journalistes, il faut leur donner les moyens, il faut les soutenir, parce que c'est des zones de tension, de conflit, ils ne peuvent pas aller comme ça s'ils ont les moyens. Il faut que le gouvernement s'engage aussi à les protéger quand ils vont vouloir faire la couverture de ce qui se passe ailleurs. Par exemple, je sais bien sûr que ça va être compliqué pour un média ici à Bamako. Il veut se déplacer pour aller à Gao, à Morsi, et maintenant, s'il n'a pas les soutiens du gouvernement, c'est pas possible. Et bien, les forces étrangères, les médias internationaux, et ils ont les moyens. Et ils ont la protection. Donc du coup, c'est plus facile pour eux. Nous aussi, on doit savoir que nous aussi, on doit avoir notre propre information. Donc appuyer nos journalistes, leur donner les moyens, les protéger. Et vous? Oui, question de moyens. Je pense que les médias locaux pourraient par exemple réfléchir entre eux à trouver un moyen et peut-être déléguer, je ne sais pas si c'est possible, mais déléguer quelqu'un, deux ou trois journalistes pour aller les soutenir financièrement, qui se mettent en commun pour cotiser en quelque sorte, donner ce moyen-là à deux ou trois journalistes pour qu'ils se rendent sur le terrain. Et je pense que c'est en se regroupant qu'on peut approcher les autorités, leur demander leur soutien, que ce soit un soutien sécuritaire. Je pense que c'est le plus important maintenant. Ils peuvent approcher les autorités, leur demander un soutien sécuritaire pour ces ambassadeurs-là qui vont être envoyés sur le terrain pour couvrir la crise. Je pense que c'est important de se mettre ensemble, de définir une stratégie commune pour avancer sur la chose. Pour terminer, est-ce que vous avez un mot à l'endroit déjà de nos internautes, de nos téléspectateurs et également de la population en général et des pouvoirs publics, on va dire? Oui, le message c'est que il faut déjà soutenir notre armée, ils font du bon boulot. Malheureusement, quand nous subissons les attaques, on voit qu'il y a beaucoup plus de communication autour de ça que ce que nous, nos femmes, font, parce qu'ils font du vrai boulot. Donc j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de communication, de retenue, de bon sens sur tout ce qui est présent de forces étrangères sur notre sol, parce qu'on est à l'ère de la mondialisation des diverses. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. On est obligé de composer avec d'autres pays. Donc c'est à nous de savoir ce que nous faisons, ce que nous voulons et ce que nous pouvons faire avec nos moyens. Merci Ousmane. Et vous? Au peuple, je dirais d'aller vers l'information, d'aller vers les informations. Le G5 Sahel aujourd'hui, peu de personnes pourront dire exactement ce pourquoi ça a été créé. Parce que moi-même j'ai découvert il n'y a pas longtemps que le G5 Sahel avait un volet développement économique dont on ne parle pas. C'est pas que sécuritaire. Le G5 Sahel aujourd'hui manque de moyens. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ils ont des difficultés. Le G5 Sahel a des difficultés à s'implanter parce que les pays composant ce groupement ne disposent pas de moyens pour le financer. On parle d'un budget de près de 400 millions d'euros et les 5 pays formant le G5 Sahel n'ont pu proposer comme contribution que 10 millions d'euros chacun. Et tout le reste devait venir de l'étranger. On a eu des promesses de dons, des promesses de soutien, mais jusque-là, seulement la moitié a pu être déboursée. Donc, je pense qu'il est important de soutenir, d'aller vers les informations pour pouvoir mesurer l'importance de la chose et savoir, comprendre que c'est pour notre intérêt que cette initiative a été prise et finalement soutenir cette initiative-là pour qu'on puisse sortir de la crise que nous vivons actuellement. Et au gouvernement, communiquer.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Je rappelle que nous tenions ce débat dans le cadre de l'implantation du G5 Sahel à Bamako. Merci à tous de nous avoir suivis et restez connectés sur funaphonie.com.